Riff Jack avec JF sur Happiness. Et aujourd'hui, nous recevons un groupe qui s'impose progressivement comme l'un des nouveaux visages du métal alternatif français, Ice Chemicals. Salut. Originaire de la région parisienne, le groupe développe un univers puissant. On se croise nu metal, metalcore, influence industrielle et ambiance dystopique. Une musique à la fois agressive et mélodique, portée par des textes qui interrogent notre époque, nos rapports aux technologies, aux systèmes de contrôle et à l'évolution de nos sociétés. Autour de la table, on a Jeff. Salut. Salut Anaïs. Bonjour. Et on fait un gros bisou à Jérôme, Lucas et Licio et Alex, qui malheureusement n'ont pas pu venir aujourd'hui. Mais on sera bien content de les recevoir une autre occasion. Le groupe vient défendre son nouvel album The Lowest Point, un disque ambitieux qui marque une nouvelle étape dans son parcours artistique. Pendant cette heure ensemble, nous allons revenir sur la naissance du groupe, explorer l'univers de cet album, parler de leur identité musicale, de leurs concerts et bien sûr de leurs projets à venir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur Riff Jack. Merci de nous accueillir. Riff Jack avec JF. Alors avant Ice Chemicals, certains d'entre vous évoluaient déjà au sein de Nepenthe, qu'est-ce qui a motivé d'abord la naissance d'un nouveau projet plutôt qu'une simple continuité? Et ben en fait Nepenthe ça a été un groupe qui était complètement dans un autre genre déjà parce que c'était beaucoup plus axé melodic death metal à la In Flames et quand ça s'est split en fait les deux des amis en fait de Nepenthe, donc Stéphane et Kevin, ont décidé de créer un autre groupe plus axé metalcore, plus inspiré par Périphérie. Et puis voilà, c'est comme ça qu'a commencé Ice Chemicals. Et moi j'ajouterais que c'est l'histoire la plus française qu'on puisse trouver en fait, parce que comment ça a débuté. Est-ce que je peux raconter l'histoire? Vas-y. On est là pour ça. On est là pour ça. Donc Jeff se rendait à la fromagerie du village. Parce que j'aime le fromage. On peut difficilement faire plus en fait, français. t'as deux passions, le métal et le fromage. Voilà. Donc Jeff se rendait à la fromagerie du village et puis le fromager avait une coupe de cheveux, un style capillaire très métal. Et des tatouages qui débordaient de partout. Ouais, c'est... Donc il l'a un petit peu abordé sur le thème. Ça sortait la conversation voilà. entre... On a vite parlé métal et puis quand on a parlé musique et j'ai dit je commence à prendre des cours de chant, il m'a dit écoute, ça tombe bien, j'ai un groupe de métal et on cherche un chanteur. Voilà. Et ça, c'est parti comme ça. Pif paf, la fière dans le sac. Et juste un truc, parce que vous avez déjà parlé au moins de 3 variantes en fait du métal. Ce serait bien que pour nos éditeurs fassent un petit peu justement un peu le distinguo. Oula. Ouais, le métal c'est quand même une histoire assez vieille qui va prendre ses racines dans le hard rock. On va commencer pour aller très vite. On dit qu'on commence le métal à partir de Black Sabbath, on va dire, et ça a évolué avec des gens qui voulaient jouer plus vite, plus fort. Il y a aussi différentes variantes en fonction donc des tempos, des types de voix qui vont utiliser, des thèmes abordés également, est-ce qu'on utilise des nappes électroniques plus ou moins. Et la direction. On a l'impression que à peu près tous les 5-10 ans, on a une nouvelle évolution du métal en fait. Une nouvelle structure, nouveau son, nouvelle façon de chanter aussi. Ça évolue, aussi. Ça évolue très très vite, ça évolue énormément. Il y a beaucoup de sous-genres du métal. Et aujourd'hui, on peut même dire que certains sous-genres ont leur propre évolution. On parle beaucoup du metalcore, par exemple. Le metalcore des années 2000 et le metalcore des années 2020, c'est plus du tout la même chose. On parle plus la même chose déjà. Ouais. Et parce que voilà, tu as parlé de ce que vous faisiez avec Nepenthe et puis aujourd'hui l'évolution en fait du métal que vous avez. Alors si tu devais faire un distinguo justement entre ces deux, expliquer en fait la différence justement entre ces évolutions. Alors aujourd'hui, ce qu'on fait nous, c'est du métal. Je mets la grande case métal alternatif parce que c'est pour dire qu'on fait ni du black, ni du death, ni du heavy. On va dire qu'ils sont les principaux genres, on va dire mainstream aujourd'hui du métal. Donc nous, ce qu'on fait, c'est quelque chose qui va prendre ses racines dans un métal des années 2000, c'est-à-dire ce qui était populaire à cette époque-là, on va dire comme le néo-metal, les métal industriels. Donc néo-metal, on va penser à du Linkin Park, par exemple, ou des choses comme ça. Métal industriel, on va penser à du Rammstein. Les choses un petit peu entre les deux, les Marilyn Manson, les Slipknot. Voilà, donc nous on va prendre nos racines là-dedans parce que c'est ce qui nous a fait rentrer dans la musique et en particulier dans le métal pour la plupart des membres qui ont aujourd'hui la trentaine bien tassée. Et à ça... très très vieux donc. Terriblement vieux. Aujourd'hui le métal, on va beaucoup chercher les vingtenaires aujourd'hui avec le metalcore notamment. Et nous on a pris du metalcore, on va dire des touches un peu plus modernes.
avec des accordages un peu bas et un petit peu de disto très très basse, donc qui sont plus caractéristiques du metalcore que ce qu'on faisait dans les années 2000. Donc nous on est un petit peu à la croisée de ces choses-là, et aussi on partage avec certains aspects du métal alternatif un mélange de voix. Je suis très content de vous avoir posé cette question parce qu'on a enfin une distinction technique et précise avec beaucoup de pédagogie sur l'évolution du métal et sa complexité. On voit parce qu'il y a quand même effectivement un gros éventail sur ce qu'on écoute. Et on en parlait en venant ici pour vous rejoindre, même au niveau des textes et des thématiques abordées, on a vraiment des différences qui sont très claires. On regardait par exemple les thèmes abordés dans le metalcore moderne, et tu me disais, Jeff, que c'était plutôt autour du mal-être. Oui, c'est beaucoup sur l'introspection, c'est beaucoup des thématiques autour de ça va mal dans ma tête, globalement, ouais, ou de comment je vais mieux dans ma tête. J'allais dire la santé mentale. Ouais. Exactement. Beaucoup qui tournent autour aussi de la protection de l'environnement. Enfin, oui, c'est vrai, tout à fait. L'écologie, c'est un thème assez récurrent, alors que typiquement sur l'industriel, on va être beaucoup plus sur l'aliénation des masses, les systèmes de contrôle, l'IA, ce genre de choses. Et effectivement, nous, on est beaucoup plus proche thématiquement de l'industriel que du metalcore, même si notre son, il fait un peu penser à du metalcore plus qu'à de l'industriel, parce que l'industriel est caractérisé, si on veut parler des thèmes, beaucoup par des touches d'électronique, en fait, beaucoup de nappes électroniques, ce qu'on utilise très très peu au final. Et au final, on fait pas de l'industriel, même si on est dans des thématiques, une direction artistique, visuelle qui est très industrielle. Et encore une fois, tous les différents types de métal, c'est à chaque fois des directions artistiques différentes. Et ça va du choix capillaire aux fringues, à la colorimétrie globale de l'ensemble. Et t'as vraiment des mondes dans le métal, entre des choses qui vont être très flamboyantes, très presque à la Conan, j'ai envie de dire, à des choses qui sont beaucoup plus sombres, mécaniques, des thèmes noirs, des gens qui se déguisent. Enfin, tu vas vraiment avoir de tout, c'est un ensemble. Eh bien, gageons que nos auditeurs puissent faire cette fois le distinguo entre ces grandes tendances. Merci en tout cas pour ces explications. J'ai bien fait de vous poser la question. Le groupe existe maintenant depuis plusieurs années. Avec le recul, quels étaient les fondements artistiques que vous vouliez absolument préserver dès le départ ? Le groove. Oui, alors on s'est peu donné de limites en fait dans l'évolution du groupe. Nous, notre principal cadre, c'était faire ce qui nous amuse, ce qui nous plaît. Et chaque membre, si tu veux, a son univers et a ses propres goûts. Et en fait, on a une composition qui est collective, collaborative, ce qui fait que chacun ramène un petit peu ce qu'il aime. Ce qui fait qu'on a ce genre un petit peu hybride entre plein de choses, parce que on va chercher à la fois du groove, du néo-metal, on va chercher un petit peu de la technicité du mélodique, on va chercher de mélange de voix qui est plus caractéristique de l'alternatif. Donc c'est pour ça qu'on n'arrive pas à nous mettre dans une case, et c'est pour ça que nous non plus on se met pas dans une case en fait. C'est qu'on va chercher un peu partout ce qui nous plaît, ce qu'on aime, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait groover effectivement. Tu parlais de mélange de voix, mais votre identité repose notamment sur la complémentarité entre le chant clair féminin et le chant extrême. Comment cette formule elle s'est imposée et comment vous mettez d'accord là-dessus? Parce que ça doit être assez compliqué quand même. C'est le moment de raconter une autre histoire. Allez. Allez, une autre histoire. Donc ça s'est fait presque par hasard. C'est-à-dire que moi, à la base, je ne faisais pas partie du groupe du tout. J'étais simplement là pour composer. Je faisais de la compo pour le groupe et Jeff était le chanteur. Et en fait, dès le début, j'ai commencé à composer les lignes mélodiques. Et en fait, au moment d'enregistrer donc à la base, c'est quoi, musicienne? Oui, mais musicienne il y a longtemps, quand j'étais gamine. Mais je pense que c'est des marques indélébiles. Quand on commence jeune, ça laisse vraiment des marques. Et du coup, voilà, je faisais de la compo, je les aidais. Et au moment d'enregistrer l'album, l'ingé son m'a dit est-ce que tu veux pas intervenir pour enregistrer des pistes démo pour être sûr que Jeff se cale sur tes pistes démo. Donc j'ai enregistré en one shot ces pistes démo. Là, une étoile est née. Et bien en fait, ça a été complètement par surprise. À la première écoute de l'album, l'ingé son lance le son. Et puis là, en fait, il y avait ma voix. Et on s'est tous regardés un petit peu surpris. Et il nous a dit écoutez, j'ai gardé la voix d'Anaïs, je trouvais que ça marchait bien. Et voilà comment ça a débuté. Faut dire qu'au début, moi, je démarrais tout juste le chant. C'est pour ça que j'avais besoin de ce guide mélodique et que j'avais besoin aussi de cette aide sur la composition, parce que moi, j'étais tout jeune musicien. Je suis le plus jeune musicien entre guillemets du groupe. J'ai commencé assez récemment et moi, j'étais pas du tout assuré à la fois sur mon chant ni sur la composition, parce que j'avais quasiment aucune base musicale. Donc c'est pour ça qu'Anaïs, l'apport d'Anaïs a été extrêmement précieux là-dessus. Et effectivement, quand on a écouté ce que ça donnait, on s'est dit mais en fait, ça donne une vraie identité et c'est top. On garde quoi.
On va rapidement continuer cette émission et voilà, vous nous avez raconté la suite de tout ça. On va maintenant découvrir un premier extrait de l'univers d'Ice Chemicals avec le titre Ecstasy. Riff and Jack avec JF. Ecstasy, Ice Chemicals. Merci à Jeff et Anaïs qui sont autour de la table avec nous dans Riff and Jack aujourd'hui. Merci à vous d'être là. Merci. Votre musique, ça dégage une atmosphère sombre, presque post-apocalyptique. Ça vient d'où cette fascination pour les univers dystopiques ? Excellente question. Je pense que ça vient avant tout d'une culture très geek, entre guillemets, que ce qui vient du cinéma, du comics, de divers médias, du jeu vidéo, beaucoup aussi, effectivement. Donc on est nourri en permanence d'univers apocalyptiques, qu'ils soient dystopiques, purs ou on va dire zombies ou autre. Alors du coup tu es en train de dire que c'est d'abord la culture, plutôt la culture geek d'ailleurs, avant la musique, ou ça part de la musique et puis on y adapte en fait cette culture-là, ou comment ça se passe ? Moi, je pense qu'on a tellement baigné je parle pour moi, je pense que pour toi c'est la même chose, dans des romans de SF depuis qu'on est gamin. Je sais que tous les deux on était des bouffeurs de bouquins. Typiquement, et puis de jeux vidéo maintenant. Donc je pense que ça... C'est toi qui écris les paroles après tout. Donc ça se nourrit. En fait, ce qui nourrit avant tout les paroles et qui ensuite se traduit visuellement, c'est plus aujourd'hui l'état du monde. En fait, moi je vais chercher des thèmes sociétaux, sociaux, autour de ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, et c'est ça qui m'inspire avant tout. Et quelque part, la DA post-apo, si tu veux qu'elle soit visuelle ou musicale, c'est plus la traduction, l'illustration de ce qu'on essaye de dire. Et puis ça s'entre-nourrit, parce que aussi moi je vais chercher mon inspiration aussi dans le son, forcément, dans ce qui était composé en termes d'instrumental, et donc en fait on cross-fertilise un petit peu tout ça, et au final cette DA elle est cohérente, on va dire, entre à la fois notre culture, ce qu'on veut dire, et notre musique. Et je pense que sur les mélodies, ce qui est plutôt ma partie... Pour moi, en fait, la musique, c'est un espèce d'exutoire, et je pense qu'en fait, c'est une façon d'exprimer des émotions, et là, on est vraiment où on tourne le potard à fond, en fait, du mal-être, de ce que j'ai envie de donner. Et très souvent, ce qu'on entend comme feedback sur l'album, c'est que c'est un petit peu gênant, pesant, tendu. On sent la tension, anxiogène. Ouais. Et je pense que je suis contente d'avoir ces feedbacks-là, parce que je pense que c'est vraiment ce qui a été exprimé là-dedans. Tu parlais des textes, ça semble souvent interroger d'ailleurs la place de l'individu face à des systèmes qui le dépassent. C'est une préoccupation personnelle ou un simple terrain d'inspiration artistique Non, c'est une préoccupation personnelle, clairement. Aujourd'hui, moi, je suis complètement stressé et par ce qui se passe autour de nous en ce moment, que ce soit que ce soit en Europe ou ailleurs, et j'ai besoin quelque part d'exprimer mon mal-être ou ma rage par rapport à tout ça, et c'est là que je vais chercher mes textes aujourd'hui. Ou alors je vais chercher plus dans l'introspection de comment ça me fait sentir par rapport à ça, par rapport à ce mal-être, et ça c'est plus à la fin de l'album où on va aller chercher des thèmes un peu plus introspectifs autour de la dépression, par exemple. Et puis je pense qu'au-delà d'exprimer des choses, il y a aussi un espèce de wake-up call, c'est-à-dire qu'on essaye aussi quand même activement de faire passer un message, exactement, d'éveiller les consciences, et c'est vraiment un appel dans I Am the System, plus particulièrement dans Downward Spiral, quand on dit aux gens, mais vous savez, les dystopies, c'était pas censé être des modes d'emploi. C'est ça. On essaye vraiment de leur faire passer le message, et d'aller happer quelque part, de réveiller les consciences, comme tu dis. Oui. L'intelligence artificielle, le contrôle social, encore l'aliénation numérique, ça apparaît souvent dans votre univers. Pourquoi ces thèmes vous inspirent autant, en fait ? Je pense que c'est parce qu'on voit les conséquences tous les jours aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, où on se sent obligé quelque part d'y participer, parce que sinon on n'existe pas, simplement, déjà en tant qu'artiste. Et puis quand on voit les gens... J'ai cru comprendre que vous jouiez aussi beaucoup, en ligne, par exemple. Ouais. On joue pas mal. Vous jouez avec votre pire ennemi, finalement. Mais après, on joue plus sur des jeux solo. Jamais en réseau. Ouais, non, très peu en réseau. Et c'est ça qui est intéressant, si tu veux, c'est qu'on n'est absolument pas anti-technologie ou anti-IA, pas du tout. Au contraire, je pense qu'on a vraiment une fibre très curieuse numérique, ce qui nous rend d'autant plus fin dans l'analyse des risques, en fait. Oui, ce qu'on essaie surtout de dire, c'est pas rejeter tout en bloc et revenir à l'âge de pierre, c'est attention, avec les technologies et avec l'avancement global de la société, il y a des risques. Il y a des risques, et il y a des chemins
qui ont l'air tentants, mais qu'il faut pas prendre parce que vous aimerez pas ce qu'il y a au bout, en fait. Est-ce que les paroles naissent d'expériences perso ou davantage d'observation de la société finalement ? Un peu de tout, je pense. Moi, je peux épuiser surtout dans les émotions. Je pense que tu as toujours écrit, toi. J'ai toujours écrit, j'ai écrit du roleplay, j'ai écrit des poèmes, j'ai écrit plein de choses depuis très longtemps. Et moi, j'écris avec mes émotions parce que la musique m'inspire des émotions. D'accord ? Et ensuite, je vais chercher les thèmes qui sont liés à ces émotions. Et effectivement, avec le métal, on va beaucoup chercher dans la rage, dans la colère. Et du coup, je cherche ce qui me met en colère en ce moment. Et du coup, on retombe sur les thèmes sociétaux dont on parle aujourd'hui et qu'est-ce qui se passe autour de nous. Alors, heureusement que Anaïs est arrivée maintenant pour temporiser tout ça, parce que sinon, il n'y aura que de la colère finalement. Exactement. Et c'est ça qui est beau quelque part, c'est souvent les gens mettent le doigt sur mais c'est terrible, en fait, vous voyez tout en noir. Et il y a toujours une petite lumière au bout, c'est-à-dire qu'on éclaire l'alternative. Regardez, on peut bien faire. C'est en règle générale le discours, effectivement, voilà, du public pas trop connaisseur en fait du métal et qui en règle générale associe le métal à quelque chose de sombre, quelque chose d'anxiogène. Voilà. Alors ça dépend des genres, on en parlait tout à l'heure, il y a des genres qui sont absolument pas lumineux entre guillemets, mais il y a aussi des genres qui sont tout à fait au contraire légers et qui vont chercher plus dans la teuf entre guillemets leurs inspirations. Ça dépend des genres. Nous, encore une fois, on est plus dans des thématiques industrielles qui vont dire attention, ça va pas très bien. Si on se compare à par exemple Electric Callboy, dont on entend beaucoup parler ces derniers temps, qui va beaucoup plus être festif en fait dans ces thèmes. Vous êtes des lanceurs d'alerte. Exactement, je pense que c'est plutôt ça. Votre nouvel album s'intitule The Lowest Point. Que représente précisément ce point le plus bas ? On parle pas du point G, j'imagine. Non, plus bas, monsieur, encore plus bas. The Lowest Point, c'est une des paroles qu'il y a dans le titre Downward Spiral, qui décrit justement cette descente en spirale de notre société vers les abîmes de la guerre et de la corruption. The Lowest Point, ça vient du vers tous les jours je pense qu'on a atteint The Lowest Point, et tous les jours je vois que je me trompe. On descend encore plus bas. Voilà. C'est à la fois ça, donc de dire quelque part on est vraiment sur une pente descendante et j'espère qu'on n'ira pas plus bas. J'espère qu'on a atteint le point le plus bas et qu'on va commencer à remonter. Et cependant, chaque jour nous prouve un petit peu le contraire. T'as à la fois ça et t'as à la fois le côté personnel. Effectivement, comme je disais, à la fin de l'album, on a des chansons plus introspectives sur The Lowest Point qui sont finalement où est-ce qu'on en est quand on se retrouve au plus bas du point de vue personnel, au fond de la dépression, au fond de sa motivation au final, où est-ce qu'on arrive avec tout ça du point de vue personnel. Dans vos compositions, l'équilibre entre agressivité et mélodie est particulièrement travaillé. Vous construisez comment cette dynamique-là ? Alors c'est la construction, déjà il faut dire que quand on compose c'est systématiquement collectif, donc chacun apporte ses éléments, le guitariste arrive avec son riff, le batteur colle un rythme dessus, on bosse tous ensemble la structure. Jeff de son côté arrive avec un poème. Moi je bosse sur les mélodies, donc on retravaille souvent les vers, le nombre de pieds pour que ça colle. Et du coup, en termes d'alternance, on s'inspire beaucoup d'autres groupes qui ont pu le faire, donc Black Bomba par exemple. On regarde ce qui marche pas, et on tente des choses. On est beaucoup dans l'expérimentation, que ça soit l'expérimentation entre nous, où on essaye, on alterne, tiens, si toi tu le grôles, moi je le chante clair, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et ensuite, on va aussi tenter des choses en live. Ça c'est un peu la nouveauté de cet album. Donc j'ai envie de dire que cette alternance-là, c'est de l'expérimentation jusqu'à ce qu'on trouve ce qui va groover le plus. On va faire une seconde pause musicale. Retour à la musique avec un deuxième extrait The Lowest Point. Voici I Am The System sur Happiness. Riff and Jack avec JF. I Am The System. Ice Chemicals avec nous, Jeff et Anaïs, merci encore d'être avec nous. Merci. Alors, une petite anecdote par rapport à ce titre. Alors déjà, c'est la chanson avec laquelle qui déchire. Hein. Ah, merci. Mais vraiment qui déchire. C'est celle avec laquelle on termine nos lives, généralement, et j'avoue que c'est toujours assez jouissif de terminer par ces cris-là. C'est-à-dire que quand vous êtes complètement déjà au bout du rouleau en fin de concert, et pas vous en remettez une couche avec celle-là pour vous exterminer.
Quand le public est bien chauffé à blanc, tout ce qui se passe après le breakdown vraiment est très jumpy, entre guillemets. C'est vraiment ça. L'idée, c'est de faire sauter tout le monde. Et Là, on va chercher l'épuisement chez tout le monde, chez nous et chez le public. Ça marche, hein. Moi dans le studio, je sautais. Là, c'est vraiment la chanson de la... C'est le train. Et d'ailleurs, quand la première fois que le riff a été proposé par notre guitariste, par notre bassiste, c'est vrai, il avait imaginé ça comme un train qui fonce. Moi, j'avais en tête l'image de la première demi-heure de Mad Max. Ouais. Et moi, l'image que j'avais quand j'ai écrit les paroles, c'était vraiment effectivement ce train qui fonce à travers le wasteland, si tu veux, à travers le désert, qui laisse une traînée, un sillage de destruction et de désert derrière lui. Et c'est pour ça que j'ai été chercher le Destroyer, Devourer. Voilà, effectivement. C'est le Snowpiercer inversé, parce qu'on n'est pas dans un désert de glace, on est dans un désert plus à la Mad Max, effectivement, dans mon visuel, en tout cas ça interne. Ça marche bien, enfin, on l'imagine très bien. Voilà. Et c'est vraiment cette idée de système qui avance et qui détruit le monde au fur et à mesure qu'il avance. C'est ça ta voix là-dessus, et puis ton chant, voilà, avec une mélodie très très rythmique à la fois, et puis très très variante. Il faut dire que Jeff a tendance à écrire beaucoup de paroles en termes de volume, et il faut les caser, toutes ces paroles. Donc faut aller vite. Faut aller très vite, il faut vite jammer. Puis il faut dire aussi que du coup je compose vraiment en jammant. Les musiciens bossent beaucoup sur Guitar Pro, donc c'est de la partition, c'est de la tab. Moi je compose façon jazz. En fait, c'est vraiment de l'impro. Généralement on fait tourner une fois, deux fois, on garde la deuxième ou la troisième prise. Donc c'est pas du tout le même process. Et dans des cas comme ça, ça commence et je me dis mais que ferait Jeff Tankian, que ferait Serge Tankian, que ferait Serge. Alors justement, System of a Down, on en discutait là justement entre deux. Grosse influence pour moi. Grosse influence, mais du coup dans ton chant on le sent bien, parce que ce débit là absolument incroyable sur ce chant là, on s'approche un peu de ça, System of a Down en fait. Complètement, c'est un espèce de c'est presque scaté quoi. J'aime beaucoup jouer avec ce genre de structures qui viennent vraiment quand on jam en fait, parce que comme tu disais c'est très déconstruit, ça vient à l'instinct. Et j'avoue que grosse influence System of a Down. Ce qui est marrant, c'est que ça nous différencie pas mal de ce qu'on appelle entre guillemets les métal à chanteuses, les groupes de métal à chanteuses, où en général quand on a une chanteuse, on s'attend à quelque chose de très symphonique, de très lyrique, j'ai plusieurs exemples en tête, mais on peut penser à Evanescence ou des choses comme ça par exemple. Sun, plus récemment. Voilà, Sun, effectivement, qui ont tendance à être très lyriques. Aussi, c'est très courant dans le power ou le sympho. Le symphonique, les métal chanteuses, et là on en est quand même très très éloigné en termes de ce qu'Anaïs fait avec sa voix. Et puis même en termes de... Alors on sort complètement du sujet audio, mais c'est vrai qu'en termes de visuel, je suis pas la fille la plus girly de la planète. Allons. Et puis les garçons du groupe me poussent pas trop dans ce sens-là. Ça c'est cool, tu vois. On m'a pas mise en robe, on m'a pas. Ça c'est sympa. Moi j'aime bien. C'est un peu ton mot à dire aussi quand même. Exactement. Mais j'aime bien avoir ce côté. On a tous un côté un peu punk en live. Je pense d'ailleurs, ce que nous disait un journaliste il y a pas longtemps, c'est mais maintenant que je vous ai vu en live, j'ai compris. Vous êtes un groupe de live. Et je pense qu'en fait l'énergie qu'on donne en live est beaucoup plus raw, beaucoup plus punk. Et inversement, j'ai envie de dire que quand on écoute l'album, on a envie du coup aussi de voir en live. Donc ça marche un peu dans les deux sens. On voit en live, on a envie d'écouter l'album, on écoute l'album, on a envie de vous voir en live. Donc là, ça marche bien. Mais c'est complémentaire du coup. Ouais. Vous avez désormais plusieurs sorties à votre actif. Qu'est-ce qui distingue fondamentalement The Lowest Point de vos précédentes productions ? La maturité artistique, je pense. On est complètement sur une autre approche, je dirais, que ça soit... Déjà la compo, je pense qu'on a trouvé vraiment un équilibre avec les membres actuels. On est stabilisé, on a une belle line-up où on a appris à travailler, à composer ensemble. Ça a pris un petit peu de temps et ça c'est vraiment bien, et je pense qu'on arrive à un résultat qui nous plaît tous. Et surtout, je pense que cette fois-ci, on s'est entouré de professionnels sur tous les aspects, et ça nous a permis de vraiment step up. Mais vraiment, quand je parle de tous les aspects, ça va être sur la DA. On a bossé avec une super artiste, Lucie. On peut en parler, de vos collabs, du coup. Ouais, donc Lucie Le Joly qui nous a designé la pochette.
qu'on utilise aussi, qu'on décline sur le merch. Elle nous a fait une encre sur papier qui est assez folle. C'est une tatoueuse et plasticienne. On a eu aussi pour le son, cette fois-ci, on a eu une étape de pré-production. Ce qui était quand même assez intéressant. Donc au lieu de juste arriver, pour ceux qui voient pas trop, au lieu d'arriver en studio et d'enregistrer, on a pris le temps d'abord de travailler avec notre ingé son et de lui dire voilà où on aimerait aller. On a fait des écoutes test à des personnes qui s'y connaissaient et qui nous ont donné des avis sur les structures, sur beaucoup de choses, ce qui fait qu'en fait, on est arrivé avec une V2 qui est plutôt la V12 en fait, en studio pour l'enregistrement. Donc le projet était déjà beaucoup plus mature. Et on a fait tourner aussi les chansons live avant de les enregistrer. Pendant des mois et des mois. C'est vraiment ça, je pense, le différenciateur, tu vois, c'est qu'on a essayé d'aller chercher les morceaux qui fassent sauter le public. Et le live, en fait, on sait bien que c'est le labo en règle générale. Hein. C'est là qu'on va pouvoir tester un tas de trucs et se dire qu'est-ce qu'on stabilise, qu'est-ce qu'on garde pas. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a fait sur cet album-là, qu'on avait moins fait sur les précédents. C'est game changer, vraiment. D'aller chercher le public, de voir ceux qui marchent. Voilà, ça a été vraiment. Vous observez quoi dans le public, généralement ? Je pense que moi, ce que j'observe le plus, c'est les sourires. Et c'est ce qu'on nous dit systématiquement, c'est vous souriez sur scène, ça nous communique du sourire. Et effectivement, c'est paradoxal par rapport aux thématiques que vous abordez. Mais c'est en lien avec l'énergie, parce qu'on est content d'être là, on est content de partager. Et nous, on sourit beaucoup en live, étonnamment. Bon, après, ça peut être un sourire un peu carnassier ou un prédateur, mais effectivement, enfin, le dernier concert qu'on a fait à la clé, j'ai vu des gars qui étaient là dans la foule, qui n'étaient pas du tout convaincus à la base, parce qu'ils n'étaient pas du tout là pour nous. Et puis un peu bougon peut-être au début, et puis au final, ils souriaient de plus en plus. Ils avaient le coin des lèvres qui se relevait. Puis à la fin, ils sont partis avec un énorme sourire en me disant c'était génial et tout. Donc je pense que c'est surtout ça qu'on voit. Et puis après, selon les publics, selon si ce sont des habitués, selon s'ils sont beaucoup, pas beaucoup, on voit du mouvement. C'est ça qui est assez particulier au métal ou aux musiques un peu extrêmes comme le punk ou le hardcore. C'est que ça saute, ça bouge énormément. Et typiquement, on a fait une date il n'y a pas très longtemps, pas très loin d'ici, à Anzin. Enfin, pas très loin, dans le nord, on va dire. Tu parles des gars qui avaient une cardio impressionnante. Il y avait 5 gars, ils n'ont pas arrêté de courir. Ils ont fait un marathon, les mecs, je sais pas comment ils ont fait, mais c'était génial. Je les retiens pour leur cardio, ceux-là. Franchement, ils étaient à fond, c'était génial. Il faut dire que vous avez tiré l'œil aussi. Vous êtes quand même quelques-uns sur scène, vous êtes 6. Ah oui, ça provoque un sacré bordel. Ouais, c'est ça. Je pense que ça doit inciter pas mal. Quand il se passe beaucoup de choses sur scène. Beaucoup de choses. On va s'écouter un troisième extrait particulièrement représentatif de l'univers du groupe, Downward Spiral. Humanity has not. This is the closest the world has ever been to midnight. Riff and Jack avec JF. Downward Spiral, Ice Chemicals. Encore un titre qui doit soulever les foules. Racontez un peu ça. Alors j'avoue que dans les écoutes test, c'est celui qui ressortait énormément. Vraiment, on sent que avec I Am The System. Vous êtes en train de me dire qu'en fait aussi le clip faisait un carton en Ukraine. Bah oui, ça marche. On marche pas mal aux États-Unis. Alors c'est toi le chef des chiffres, c'est toi qui suis les stats, Jeff. Ouais, nos pays les plus écoutés, on va dire, où il y a le plus d'écoutes, c'est d'abord en France. On a publié avant tout français. On a pas mal aux États-Unis aussi, et effectivement sur certains titres, et en particulier celui-ci, on a beaucoup d'écoutes en Ukraine. Moi, ça m'étonne pas parce que les thématiques sont quand même assez proches de ce qu'ils vivent, et le clip notamment montre clairement des destructions d'immeubles, des missiles qui tombent, etc. Donc forcément, malheureusement, ça leur parle. Ouais. Vous avez déjà accumulé un nombre conséquent de concerts. Qu'est-ce que la scène apporte à Ice Chemicals que le studio permet pas ? Beaucoup de choses, j'imagine, forcément. Je pense que on a tous une préférence clairement pour la scène, en fait. Je pense qu'on compose pour la scène. Je pense qu'on notre but et ce qui nous fait kiffer, ce qui nous fait plaisir, c'est vraiment la scène. J'avoue que l'album, c'est intéressant. Moi, j'ai vraiment quand même beaucoup d'affection pour les clips, et on va essayer de continuer de sortir un clip tous les 2 mois, par exemple, pour vraiment faire vivre cet album et que tout le monde comprenne l'univers visuel derrière. Donc moi, j'aime quand même beaucoup les clips. Je trouve que c'est une extension artistique, en fait, du message
proche de la musique, mais j'avoue que le kiff, c'est quand même quand on part tous ensemble en live, qu'on se prépare, qu'on se tape le dos avant d'y aller, et puis et surtout qu'on est de sur voir scène. les réactions du public en fait, parce que quand le public sort en sueur, mais avec le sourire et en disant merci à vous, vous nous avez fait kiffer ce soir, on a senti des choses, on a bougé, etc. Moi, c'est ce qui me fait vibrer en fait. On regarde beaucoup, tu vois, tu nous demandais ce qu'on regarde pendant les lives. Moi, je pense que c'est beaucoup les regards. Tu vois, tu regardes les sourires, mais on adore fixer les gens du regard et voir qu'il se passe quelque chose. Et ça, c'est génial quand tu établis cette connexion-là, un petit peu émotionnelle. C'est ça qui est complètement génial. Alors on écoutait ce morceau Downward Spiral qui commence avec une intro un peu particulière. Il y a une voix féminine, je pensais que c'était la tienne d'ailleurs. Bon, Nice, c'est pas la tienne. Et explique-moi, alors qu'est-ce que ça dit d'abord? Alors ça parle de... ça dit en 2 mots, hein, c'est les risques aujourd'hui qui menacent l'humanité, qu'ils soient l'intelligence artificielle, les désastres écologiques ou d'autres, sont tous en train de grandir, de grossir, et on s'approche, on n'a jamais été aussi proche de la fin de l'humanité. C'est ça que ça dit, hein, globalement. Tu te rends compte que ça le rend émotionnel de parler de ça? Ouais, même dit ça avec le sourire, donc je me dis finalement, ça va pas aller si mal. Et cette citation-là, en fait, elle vient d'une conférence de presse tenue par le Bulletin of Atomic Scientists, qui est une ONG qui a été créée après Hiroshima. Et c'est ce qu'on entend derrière là, ouais, c'est ça qu'on entend au début et à la fin, ouais. D'accord. Ils font un bilan annuel. Ils font un bilan annuel où ils font avancer ou reculer une horloge de l'apocalypse. Voilà, qui est en fait une horloge qui dit à quel point on est proche de minuit, et minuit étant la fin de l'humanité par son autodestruction. Et aujourd'hui, on n'a jamais été jamais aussi proche de minuit, et c'est comme ça que se conclut la chanson. On est à combien? 85 secondes voilà. De minuit. Sachant que ça a été, on était à quelques minutes de la fin du monde à l'époque de la guerre froide. À l'échelle de l'histoire de la peine, c'est ça? À l'échelle de l'histoire de l'humanité. Le public métal, c'est souvent réputé fidèle mais exigeant. Quel rapport vous entretenez avec lui? Alors, on essaye d'en prendre grand soin. Déjà parce que c'est le public qui nous... On existe grâce au public, c'est le public qui nous fait exister. Donc on aime beaucoup notre public, on essaye de lui donner beaucoup d'amour. On essaye vraiment d'être le plus présent possible. Après les lives, on adore vraiment descendre de scène, être là. Vous prenez le temps de rencontrer les gens. C'est génial. C'est essentiel aujourd'hui de descendre de scène et d'aller voir les gens. Même pendant le live, généralement pendant le live, on perd toujours un ou deux, le bassiste ou le guitariste. J'imagine aussi que c'est un bon révélateur aussi de la performance que vous venez de faire. Ouais. C'est vrai que souvent pendant le live, vous sautez dans le pit parce que tout le monde est en sans fil et on se retrouve à tourner la tête. Mais il est où notre bassiste? Il est où le chanteur? Ah bah ils sont avec le public. D'accord, ok. Mais oui, le public c'est super important et pour nous c'est ce qui fait vraiment, c'est ce qui fait la diff. Les réseaux, tout ça, c'est une chose, c'est important, mais on aime vraiment les voir en vrai. Vous jouez aussi en dehors des frontières? Pas encore. Mais c'est sur la to-do list. C'est là, sur la to-do list. Voilà, Galon, vous allez pouvoir aussi comparer justement la réaction du public à l'étranger aussi. On vous souhaite de découvrir tout ça. Aujourd'hui, c'est quoi les morceaux qui fonctionnent le mieux en live? En live, j'ai envie de dire Downward Spiral, I Am The System marche très bien. Je pense que c'est celle qui marche le mieux aujourd'hui. I Am The System, on est vraiment sur le top de l'émotion, on est sur la fin du set, c'est là où tout le monde a un petit peu lâché les vannes, tout le monde se lâche ensemble, ça marche bien. Moi j'ai un petit faible pour Social Justice. Mais je pense que c'est uniquement moi. Elle marche aussi en live. Globalement, elle fonctionne toutes en live. D'ailleurs, elles ont été sélectionnées dans tout notre set. En fait, on a construit notre set en prenant les morceaux qui marchaient en live. Pour pas avoir de ventre mou, la construction de notre set live, c'est vraiment de se dire, on veut que les gens arrivent, ils se prennent une claque et on a très peu de pauses et on va les essorer pendant la durée du live. Vous aussi, en même temps. Nous aussi en même temps. et on les lâche au maximum de l'émotion après I Am The System sur un dernier cri noir. Et là, les gens reprennent leur souffle. Waouh! Et souvent, les gens viennent nous dire, mais vous faites pas de pause en fait. Quand est-ce qu'on va s'acheter une bière? Non, tu restes. Et ça, je pense que ça vient du fait aussi dans les lives qu'on a vus nous. J'ai vu beaucoup de lives avec des ventres mous qui sont nécessaires mais on se laisse pas ce luxe-là. J'ai envie de dire, on s'essore et on essore les gens.
Après, tout dépend de la longueur des sets. Hein. On gère pas de la même façon un set de 30 minutes où effectivement on va pouvoir se dire on va pouvoir y aller pleine balle pendant 30 minutes et un set de 45-50 minutes où là on va peut-être se dire on en met une un peu plus calme au milieu histoire de se. Alors justement, du coup tu souffle. spoil un peu ma question suivante, mais comment on prépare un set à Ice Chemicals en fait? Vous cherchez avant tout la cohérence narrative ou plutôt l'efficacité scénique? Tu sais, en fait, ça va être vraiment un mix, c'est-à-dire qu'à la fois, on veut vraiment que ça marche. On veut vraiment que ça marche. On a derrière une conduite light qui fait qu'on va aussi avoir une évolution des lumières. Et il y a aussi un aspect quand même, comme on t'a dit, on va à plein de balles, on s'arrête pas. Il faut quand même qu'intelligemment, on joue avec les morceaux qui vont permettre à l'un ou l'autre des guitaristes de se reposer et à l'un ou l'autre des chanteurs de reprendre son souffle. On peut penser qu'effectivement sur un concert, vous allez vous risquer de vous épuiser sur la Exactement. fin, mais c'est surtout que si vous enchaînez avec une date, 3 dates, 4 dates d'affilée, ça va être plus compliqué peut-être. Alors tu vois, sur le set, on va réfléchir un peu à l'endurance sur le set et en dehors du set, sur les dates successives, ça se joue beaucoup sur l'hygiène de vie. De méditation. Ouais, tu sais, c'est pas très métal de dire ça, mais l'hygiène de vie, c'est tout. Hein. À partir du moment où tu as bien dormi, tu manges sain, tu es correctement hydraté, tu bois pas d'alcool, pas trop d'alcool, en fait, c'est là que tu es dans la meilleure condition physique. C'est comme un marathon. Ce qu'on fait, il faut se dire que c'est vraiment une séance très intense de cardio. On sent que c'est sportif. Hein, ça c'est sportif. Ouais. Et donc, tu peux avoir le max et le meilleur de tes perfs que quand tu as derrière un ensemble d'hygiène de vie qui te met dans ces bonnes conditions. C'est très peu métal ce que je viens de dire. Les auditeurs comprendront, je pense. Il y a certains groupes qui cherchent à reproduire exactement leur album sur scène, d'autres qui préféraient inventer les morceaux. Vous vous situez où, vous ? Je pense qu'on est au plus proche possible des morceaux, mais il y a un certain nombre de choses qu'on a enregistrées sur l'album qu'on n'est pas capable de reproduire en live, parce que typiquement il y a des moments où on a plusieurs couches de voix avec des harmonies. Noémie ne peut pas faire deux. Il y a aussi des choses en live que vous ne voudriez pas remettre en studio. Alors il y a certaines chansons live, notamment du premier album, qu'on a un petit peu enrichi au fur et à mesure des lives par rapport à leur version album, parce que c'est des versions un petit peu datées, et moi typiquement je vais aller poser de la voix à des endroits où il n'y en avait pas sur la partie album. Simplement parce que maintenant je connais un peu plus ma voix, je sais un peu plus ce que je peux faire, et je vais avoir tendance à effectivement rajouter à droite à gauche des chœurs ou des backs. Mais tu vois, c'est très intéressant la question que tu abordes des chœurs, des backs et de la différence live studio, parce qu'en fait c'est un choix qu'on a fait. On a eu de très longues discussions là-dessus, de se dire ok, il va y avoir des tierces, des quartes, il va y avoir des chœurs, qu'est-ce qu'on fait en live? Est-ce qu'on ajoute des samples? Est-ce qu'on met des sons artificiels? Et en fait on a fait le choix de ne pas du tout aller dans cette direction. C'est-à-dire que quand tu viens nous voir en live, ce que tu vois, c'est ce que tu entends. Il y a des concerts, des festivals qui ont constitué des étapes importantes dans votre parcours ? Notre premier concert a été forcément très très important. C'était en première partie de nos amis de Iceland, qui sont des voisins et de très bons amis. Et je pense qu'une étape importante, c'était le Junkie Fest, en octobre dernier, qui était notre premier gros festival où on a joué devant quasiment 500 personnes, je pense. Et pour moi, c'était un jalon. Après, toute date est importante, j'ai envie de dire. Oui, toute date est importante parce qu'en fait, l'air de rien, c'est à la fois extrêmement formateur et plaisant de jouer devant des grandes salles. Et puis après on sait qu'il y a quand même des dates qui vous laissent un peu plus de souvenirs parce qu'il y a eu des anecdotes un peu rigolotes ou des choses comme ça, j'imagine. Et tu peux te retrouver dans des salles très petites, dans des aventures de fou où tu vas arriver et tu te dis mon Dieu, mais où est-ce qu'on est ? Il va y avoir pas beaucoup de gens. Et puis en fait, déjà d'une, c'est hyper formateur de jouer devant une audience extrêmement restreinte parce qu'il faut quand même avoir des couilles pour donner autant d'énergie devant 20 personnes que devant 600 personnes. Et puis des fois, on a des histoires, c'est... Tu vois, tu parlais d'anecdotes, là typiquement la date à Anzin, il n'y avait pas beaucoup de monde dans la foule, et le guitariste, dès l'intro, pète une corde. Tu vois, mais genre première note de l'intro, magique. Deuxième note de l'intro, je crois, gling, pète une corde. Et on le voit très bien sur la vidéo, il montre à Anaïs sa corde pétée. Anaïs ne comprend pas ce qui se passe. Moi je le regarde, je lui fais 2 pouces en l'air, ouais, génial. Elle est jolie ta guitare. Voilà, exactement. Et hop, et après la caméra le revient sur scène et il est plus là, parce qu'en fait il est parti en loge récupérer sa guitare de spare. Donc tu vois, chaque date a son pesant de... son lot d'histoires sympa. Riff and Jack avec JF.
Nous arrivons déjà au terme de cette émission. Un immense merci à Ice Chemicals d'être venus partager avec nous leur univers, leur parcours et les coulisses de ce nouvel album The Lowest Point. Nous vous souhaitons tout le meilleur pour la suite de cette aventure, de belles dates de concerts et un public toujours plus nombreux sur votre route. Merci à Naïs, merci à Jeff d'avoir été avec nous dans Riff Jack aujourd'hui. Merci également à Ben qui veille comme chaque semaine au bon déroulement de cette émission. Pour retrouver toute l'actualité d'Ice Chemicals, leurs prochains concerts, leurs clips et leurs réseaux sociaux, rendez-vous sur leurs différentes plateformes. Et puis on aura aussi un petit jeu pour vous faire gagner deux albums d'Ice Chemicals que vous allez pouvoir gagner donc en envoyant un petit mail sur l'adresse happiness, contact@happiness.fr. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Riff Jack sur Happiness. Dans quelques instants, je passerai le relais à DJ Joss pour son incontournable radio show. Mais avant cela, on se quitte avec un nouveau titre d'Ice Chemicals, Die and Retry. Très bonne soirée. JF sort les groupes de leur garage dans Riff Jack chaque samedi de 19h à 20h sur Happiness.